De retour à Honfleur pour le festival du film russe. Nous sommes toujours au Grenier à Sel et nous cheminons jusqu'à la fin de cette journée pour découvrir ce qui se passe également autour de ce festival. On ne parle pas que de cinéma, on a parlé musique tout à l'heure, théâtre, exposition et également il y a des contes puisque ça intéresse au plus haut point les enfants qui sont du reste très attentifs à ce genre d'événement. Nous étions présents ce matin lorsque nous sommes venus installer notre matériel et on a découvert une conteuse. Mais elle n'a pas envie qu'on l'appelle la conteuse, c'est une passeuse ou un passeur de légende que nous allons vous présenter dans quelques instants et nous parlerons avec Pascal tout à l'heure d'un autre aspect de notre belle Normandie. Nous partirons vers la côte de Grasse. Voilà, c'est bien ça, Pascal? C'est ça. Très bien. Dominique. Alors, non pas conteuse, mais plutôt passeur de Passeur légende, de légende. au masculin, Oui, avec pourquoi pas. Je n'aime pas Marguerite. passeuse, Voilà. c'est pas Marguerite très qui joli. était là ce matin avec des Alors, élèves de quelle classe? J'étais avec des élèves de CM2 ce matin, mais en fait, mes histoires sont pour tout public. Ils sont pour tout public. Elles sont pour tout public. Alors, c'est des histoires qui font des légendes. Est-ce que ce sont des histoires qui font peur? Puisqu'on sait que les enfants aiment ça. Écoutez, je ne sais pas si elles font peur, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles font voyager. Et que la Russie est un pays immense dans lequel il y a beaucoup d'endroits où on peut s'effrayer. Et puis il y a des situations effrayantes aussi, bien Alors, sûr. Comment on arrive à captiver l'attention d'enfants qui ont entre 6 et 10 ans, c'est ça à peu près? Non, enfin, moi je préfère les grands personnellement, grands. mais je crois qu'il faut choisir des histoires qui ont une certaine puissance. Il faut être vraiment dedans, y croire, les vivre, et comme ça on les fait vivre aussi. Parce que c'est des histoires qu'ils ne connaissent pas, parce que ce sont des vraies légendes. Alors ce sont des vraies légendes et elles ne sont pas toutes traduites en français dans des livres pour enfants, parce que ce sont des légendes qui sont authentiques et j'en ai souvent les traductions grâce à un professeur de sciences orientales, de langues orientales, qui est folkloriste et qui me donne les différentes versions des contes qui ont été récoltés en Russie. Donc après, je crée la mienne, mais à partir d'authenticité, si vous voulez, de choses récoltées. Est-ce que Je n'invente pas. les contes mettent en scène des enfants, des familles, des animaux? Alors, bien sûr, des personnages, beaucoup de paysans, les tsars, toujours, parce qu'entre paysans et tsars, il y a toujours peu de relations et en même temps toujours des envies pour le paysan de devenir tsar et parfois pour le tsar d'avoir une vie plus simple que celle qu'il a. Sinon, il y a beaucoup d'animaux, des animaux qui se métamorphosent. Il y a aussi toujours la célèbre Baba Yaga et les sages, c'est-à-dire des anciens qu'on rencontre qui vous aident dans votre destin. Celle de ce matin, c'était quoi? Une histoire qui a captivé... Oh là, alors ce matin, il y en avait deux. Une qui s'appelait Le Cheval Magique et la seconde qui s'appelait Émilien le Bon à Rien. D'accord. Voilà. Et des histoires qui ont attrait à la Russie, mais pas que, pays slaves. On Alors- parlait tout à l'heure en antenne que vous partez aussi en Orient. Oui, alors en fait, en ce qui concerne le monde slave, moi je le prends au sens large. C'est-à-dire qu'autrefois, il allait jusqu'à la Vistule. Donc il comprenait tous les pays de l'Europe de l'Est. D'accord. Voilà. Et après, je me permets aussi des incursions en pays baltes. En tout cas, ici. D'accord. En ce qui concerne les légendes, est-ce que vous avez, vous, dans votre palmarès ou répertoire, des légendes encore inconnues de France? Alors, de France, je pense, oui, parce que je récolte beaucoup de choses aussi dans des livres français. Il m'arrive souvent de raconter des légendes qui sont inconnues des Français. Parce que, en fait, le nombre de contes connus n'est pas si important que ça. Voilà. Est-ce que vous avez des recueils, vous écrivez tout le temps? Alors, j'écris aussi beaucoup. Je fouille beaucoup dans tous les recueils. Je fouille aussi beaucoup sur Internet. Vous verriez ma bibliothèque, c'est incroyable à l'heure d'Internet. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, en fait, ce sont les ouvrages de mythologie. Donc, je suis beaucoup dans la mythologie, qu'elle soit celte, qu'elle soit slave, qu'elle soit aussi grecque, et surtout grecque, parce que je raconte aussi l'Odyssée. Est-ce qu'il faut voyager, vous, à titre personnel? Est-ce qu'il faut Oui. aller sur place pour vraiment s'inspirer? Alors, moi, personnellement, je préfère ne raconter des histoires que des lieux que je connais. D'accord. Bon, que je ne connais pas forcément sous forme de légende, mais j'ai du mal, par exemple, quand on me commande des contes africains, je le fais, mais
avec beaucoup de distance, beaucoup de circonspection, Ouais, parce que je ne connais que le Maroc ouais, faut dire et je ne connais pas le reste. Par contre, je suis allée en Corée, je suis allée en Chine, je suis allée dans beaucoup de pays, dans les pays baltes, etc. Ça me permet effectivement de saisir l'atmosphère sans trop d'erreurs. Est-ce que des légendes peuvent se retrouver avec une similitude assez extraordinaire Énormément. d'un continent à l'autre? Alors d'un continent à l'autre, étonnamment oui, parce que les situations intéressantes, les humains ne sont pas si nombreuses que ça, mais surtout entre l'Europe et les pays slaves, beaucoup, à cause des échanges qu'il y a eu de toute façon à partir de Pierre le Grand entre l'Europe et l'immense terre russe. On voit des dragons dans certains pays, on n'en voit pas dans d'autres. Des loups un peu partout dans les pays slaves, c'est une certitude. Alors effectivement, les dragons ont une histoire particulière parce que c'est avec la chrétienté qu'ils sont devenus méchants. Avant, ils n'étaient pas des suppôts du diable. Donc moi, j'aime mieux raconter les dragons orientaux, ceux qui sont à l'origine de la terre souvent. Il y en a un qui est un pilier du ciel en Orient. Et j'aime mieux raconter les dragons bénéfiques que les dragons post-chrétiens. Ceci dit, il m'arrive d'en parler aussi. Est-ce que vous êtes dans l'écriture actuellement de quelque chose? Alors j'ai été pendant 3 mois... Un travail qui vous prend du temps? Oui, alors j'ai été pendant 3 mois entiers dans l'écriture, en recherche dans la mythologie slave, avec très peu de textes, de Pouchkine aussi par la suite, sur l'ondine slave qui s'appelle la Roussalka, qui est un personnage tout à fait différent de notre sirène, et c'est extrêmement intéressant et passionnant. Demain, d'autres élèves? Où il y en aura d'autres avec d'autres histoires, oui. On a déjà préparé les deux c'est-à-dire légendes? que, oui, c'est-à-dire que je n'aime pas raconter 2 fois la même chose au festival, et quand je peux, je fais 3 séances de contes différentes. D'accord. Et ça sera à partir de... Alors demain, c'est 10h30 jusqu'à 11h30, voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. À très bientôt avec sur Radio plaisir. Sensation. Merci. On va voyager maintenant de façon un peu plus touristique en prenant la voiture, pourquoi pas. La Côte de Grâce nous a interpellés tout à l'heure, mon cher Pascal. Oui, Dominique, merci. Bah oui, la Côte de Grâce qui est une partie de la Côte Fleurie. Oui, si je ne parlais pas de la Côte de Grâce en étant à Honfleur, je pense que les Honfleuraises et les Honfleurais m'en voudraient énormément. Donc cette Côte de Grâce, c'est une partie de Honfleur sur les hauteurs de Honfleur qui domine la côte. Ouais. Et pour y accéder, bien sûr, on prend également ce qu'on appelle la Côte de Grâce. Sur le plateau de Grâce se trouve l'un des plus anciens sanctuaires de la région, entouré d'arbres séculaires. La chapelle Notre-Dame de Grâce, construite 1600-1615 par les bourgeoises et les marins de Honfleur, remplace une ancienne chapelle disparue dans un éboulement de falaise. Cette chapelle primitive fut fondée avant l'an 1023 par Richard II, duc de Normandie, pour accomplir un vœu fait au cours d'une tempête où il faillit périr. Depuis, le culte de Notre-Dame de Grâce s'est perpétué. Plaques de marbre et tableaux perpétuent souvenirs de personnages illustres venus dans cette chapelle. Samuel de Champlain, Pierre Berthelot, Louis XIII, Bonaparte, Thérèse de Lisieux. Bien entendu, la protection des marins tient une place privilégiée. Mais il peut également s'agir de témoignages de reconnaissance suite à des guérisons ou à l'accomplissement d'un événement heureux. Chaque année, à la Pentecôte, c'est le traditionnel théâtre de la fête des marins au cours de laquelle il est possible d'admirer ce cortège pittoresque et coloré des maquettes de bateaux portées par les enfants depuis la place Sainte-Catherine jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Grâce. Le Mont-Joli, cette partie supérieure, domine la ville et offre un très beau panorama sur la vallée de la Seine, le pont de Normandie, bien sûr, qui relie Honfleur au Havre. Je vous parlerai un peu plus tard de l'autre côté de la Seine sur le Havre, mon cher Dominique. D'accord, très bien. Donc, une petite parenthèse avec Samuel Champlain. Beaucoup de Champlains, du reste, qui ont migré et qui peuplent maintenant les belles contrées de nos cousins canadiens. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera tout à l'heure. On se retrouve très très vite. Frédéric Becbédé sera notre prochain invité sur le plateau de Radio Sensation.